Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bon, je me sens pas super chaud de me taper 1 heure de correction de QCM, donc on va quand même le garder pour mercredi prochain, par simple sécurité. Ça va beaucoup mieux, hein, mais comme d'hab, je préfère pas non plus repartir tout de suite en rythme de croisière pour éviter quelques déconvenues éventuelles. Euh, Ce qu'on va faire du coup, je sais pas trop. Je vais tout simplement vous parler de ce que j'ai fait. Voilà. Donc hier soir, j'ai remis un Nasdaq. Je vous ai donné la notif pour la postérité. Je vais pas tarder à payer le stop puisque je suis rentré par là. Dès que je peux me financer au sommet là, je vais essayer de le faire. Alors théoriquement par là. Bon, de toute façon, voilà, je vais être honnête avec vous. Moi, tant qu'on n'a pas déverrouillé Wall Street, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas une direction plus clair, je ne traite que les bornes de volatilité horaire, à savoir, bon bah voilà, je me fous en horaire moins 15 minutes. Dès qu'on touche une borne de volatilité, je prends un trade et basta. Je pense que c'est la seule chose à faire, c'est-à-dire que malheureusement, tant que le verrou est là, c'est impossible de trader de manière spéculative anticipative. Donc le principe est juste de dire on trade neuneu. La volatilité pour ça c'est plutôt pas mal. En tout cas moi c'est un style qui me correspond bien parce que ça reste très agressif. euh, Sans pour autant, voilà, c'est-à-dire que là, à ce stade-là, on ne cherche pas à réfléchir. Par contre, n'appliquez surtout pas ça sur des UT de court terme. Et sachez bien évidemment que ceci aura une durée de vie limitée. Ça correspond à un contexte. Donc là, effectivement, le contexte actuellement est totalement favorable à ça. On est tellement paumé que, regardez, c'est flagrant. Hein, voilà. De toute façon, dès qu'on arrive aux bornes de volatilité, on ne sait pas quoi faire, donc on s'arrête. Donc évidemment que les bornes de volatilité sont intéressantes. Par contre, est-ce qu'on peut trader comme ça une bande de Bollinger sans gestion du risque? Non, non et non. Donc ça, toujours pareil, n'oubliez pas que c'est très humain et très facile de faire le raccourci mental de dire ah ouais mais du coup en fait il suffit de faire ça. Oh là là, ben j'avais tout. Ah voilà, pourquoi je me cassais la tronche à apprendre des trucs compliqués depuis des mois. Putain, il suffisait juste d'utiliser les bandes de Bollinger. Bon, à chaque fois que vous avez ce genre de raisonnement qui servent à simplifier des processus très complexes, soit c'est que vous êtes expérimenté et donc que vous pouvez faire les simplifications, soit c'est probablement que vous êtes déjà en train de repartir à mettre des pieds dans le mauvais sens. Donc faites encore une fois attention, toutes les solutions de simplicité, de facilité, de machin ne sont que des faux amis. Hein. Les bandes de Bollinger, ça paraît plus simple, mais ça ne l'est absolument pas. Il y a tout autant de faux signaux qu'avec n'importe quel autre outil. Bien entendu. Donc, ici, bien malin que je serais si je devais vous donner tous les schémas que j'ai trouvés autour des dernières semaines sur les Bollinger, qui me permettent de gérer le risque moi aussi. Hein. Je suis en train de rajouter ces patterns doucement dans Framework. J'en ai trouvé déjà 4 et je pense que je vais en rajouter encore quelques-unes. Il y en a d'autres qu'il faut que j'arrive à optimiser. Mais il y en a déjà 4 que j'ai trouvés et rajoutés et codés et qui fonctionnent super bien. Euh, Bref, on parlera de tout ça en temps et en heure. Hein. De toute façon, je ne peux pas non plus vous dévoiler toutes mes patterns, hein, sinon c'est tout mon travail qui perd son intérêt. Mais je vous en développe quand même une bonne partie, ça sans aucun problème. Hein. Je rappelle que l'essentiel, c'est de comprendre que je ne suis pas là pour vous vendre des machins, mais plutôt pour pour essayer de vous faire progresser. Donc voilà, je vous donne une partie des patterns qui sont dedans. Et là, par exemple, celle-là, hein, voilà, quand vous voyez que c'est tout flat comme ça, effectivement, c'est vrai que là, trader aux bornes de la volate, il n'y a rien de mieux. C'est de dire pourquoi on vient ici, mais on s'en fout en fait. On vient même pas chercher à déborder les résistances. C'est-à-dire que là, si vous cherchez à donner du sens à tout ça, ça ne sert à rien. La seule chose qu'il faut que vous compreniez ici, c'est quand vous avez ce cluster-là, faut y aller, point, barre. Donc le truc, c'est que celui-là, je ne l'ai pas vu sur le Nasdaq. Et comme j'ai plus de Nasdaq, parce qu'évidemment, ce petit connard, il est venu me rechercher mes stops à break-even, donc il fallait que je reprenne du Nasdaq. Donc je l'ai repris hier. Voilà. Donc le cluster le plus efficient que j'ai pu trouver, c'est genre un truc de fou. Hein. C'est quasiment 90% de taux de réussite. Alors en tout cas, je parle de taux de réussite jusqu'à la gestion du risque. C'est beaucoup plus de 90. C'est-à-dire que j'ai rarement vu ces trades-là échouer. C'est-à-dire vous prendre le stop loss sans vous permettre de gérer le risque. Et après, c'est une pattern qui a une énorme probabilité de retournement. C'est ça, quand vous avez toutes les Bollinger, la courte, dans la grosse, avec une target. Quand vous avez les trois, quand le prix vient chercher la target, en général, ça rate pas. Voilà. Là, comme ça, là, ça, c'est le cluster de ouf. Si en plus vous pouvez avoir un signal de momentum, c'est fantastique, mais même sans signal de momentum ici, parce que généralement c'est vraiment de l'excès. Donc c'est typiquement le genre de truc que momentum va pas trouver.
Ça ressemble un peu voilà, à ce genre de truc, là d'un coup vous avez le marché qui pouf part en sucette, en fait il va chercher de la borne de volatilité. C'est-à-dire que là on n'y va que pour ça, et comme c'est fait que pour ça, bah, Momentum il a souvent du mal à trouver des schémas là-dedans, et pourtant ces patterns elles sont cool. C'est-à-dire que normalement dans ces cas de figure là, vous allez avoir un signal ici, vous allez le prendre, généralement c'est un signal un peu faible comme là, et le principe c'est que vous vous dire, ok, là, on va pousser chercher la borne de volat. Donc ça, normalement, vous le prenez dans la gestion du risque du signal que vous avez pu avoir avant, par exemple. Mais si vous ne l'avez pas comme ici, là, franchement, il ne faut vraiment pas hésiter. Sur un truc comme ça, quand vous avez ça, il faut y aller. Voilà. Je vais essayer de vous trouver d'autres exemples. Alors, il y en a un actuellement, d'ailleurs, je viens de le prendre ce matin. Voilà. Toc. Ah, là je peux pas. Voilà, celui-là on le voit en temps réel, donc c'est quand même plus intéressant que de dire ah regardez posteriori, voilà ceci, cela. Donc là je me sers de l'exemple flagrant. Alors ça veut pas dire oh putain, allez c'est parti, on achète le Bitcoin, one again a beast to fly. Il y a toujours de toute façon de la gestion du risque à faire. Je vous rappelle que rien n'est facile, rien n'est ni noir ni blanc, tout n'est que nuance de gris. Donc ici on a bien du plat, d'accord? On a bien ici la target et les deux Bollinger là. Donc là, c'est intéressant. Là, la pattern elle est activée. Là, vous voyez que justement, d'ailleurs, il n'y a pas de momentum. Mais il y a une belle divergence. C'est-à-dire que là, ici, on est allé bien bas sur le momentum, carrément grosse survente. Là, on entre à peine en territoire de survente. Ok? Alors, cette pattern-là, d'ailleurs, c'est essentiel que le momentum soit suracheté ou survendu. Voilà, ça fait partie des conditions que je vous donne. Qu'il n'y ait pas de signal, c'est pas très grave, mais il faut que le momentum soit survendu ou suracheté dans le cas d'un excès haussier. Hein. C'est-à-dire qu'on tire et on arrache le momentum au maximum qu'on peut, puis quand on arrive à la borne de volatilité, plus personne. Et quand il n'y a plus personne, généralement, ça repart dans l'autre sens. Mais il faut toujours qu'il y ait ça, c'est-à-dire une cassure de cycle. Bien montrer que le marché... Alors, toujours pareil, une pattern, il y a une psychologie qui correspond, c'est-à-dire toujours un contexte, d'accord? Et c'est important que vous compreniez ça. Si vous cherchez tous les moments où vous allez avoir une petite croix dans une bande de Bollinger, ça ne va pas marcher à chaque fois. Encore une fois, ce qui est important dans une stratégie, c'est son filtrage. Plus le filtrage est précis, plus l'efficacité de la stratégie est grande, et plus la gestion du risque est fine. Donc le principe est qu'il faut que ça se produise toujours dans ces contextes particuliers, c'est-à-dire un marché qui vient chercher la borne, qui vient casser des cycles, ça traduit qu'une chose, le fait que le marché ne vient probablement que pour ça. Attention, encore une fois, jamais de certitude, il y a des moments où le marché va tout simplement vous dérouiller à travers la target, vous allez tout simplement vous prendre un breakout dans la gueule. Ici, on est dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on suit d'un gros mouvement baissier qui a latéralisé pendant plus de 3 semaines et qui est en train d'essayer de rattaquer les supports. Faut faire gaffe les chatons, ici, si vous amusez en gros à mettre un stop là juste sous le support à 7700, ça va pas. Hein. On est d'accord que là, il faut quand même être un petit peu plus intelligent sur la taille du stop loss. Tout dépend évidemment de la gestion du risque que vous allez faire avec. Ok, il faut bien comprendre ça. Rappelez-vous qu'ici, il y a quand même une demande relativement conséquente. Moi, personnellement, quand je prends ce trade, j'ai foutu mon stop sous toutes les zones de demande. C'est-à-dire que là, moi, perso, j'ai foutu mon stop à 6007 et je le paierai, je le réduirai quand ce sera fait. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais rien. J'attends de voir si on a affaire à une tendance ou non, voir surtout si on n'a pas affaire ici des grosses mèches basses. Mais je ne mets clairement pas de stop loss sous les lots, sous les plus bas ici. Tout simplement parce qu'il y a certains exchanges qui peuvent y aller déjà. Hein, voilà. Donc ça, vous le savez, hein, j'espère que vous en êtes conscient. Donc vous ajustez. Le principe étant de dire, on veut tous prendre des trades avec des grosses tailles de position, qui se reverse parfaitement, qui viennent chercher tout de suite la gestion du risque. C'est sûr, ils sont chouettes ces trades. Moi, le premier, j'adore avoir des trades comme ça. C'est pas tous les trades qui se passent comme ça. Bon, j'allais dire heureusement, mais non, c'est sûr que s'ils pouvaient tous passer comme ça, ce serait mieux. Mais voilà, c'est comme ça. La réalité, c'est que vous pouvez pas, ça fonctionnera pas différemment. Ok. Donc moi, pour l'instant, je me dis attention. Rappelez-vous notre canal majeur, d'accord. Ici, je pense qu'on peut sans aucun problème remettre une petite touchette, c'est-à-dire du coup, hop, venir par là, taper les 7002 et compagnie. Il me semble personnellement que pour les stop loss, il faut se protéger ici. Donc je vous dis 6007, pour moi c'est une protection pas trop mal. Ici, là, voilà, si on vient réattaquer ces zones-là, là c'est plus grave. C'est-à-dire là on vient tirer vers la zone swing moyen terme, là c'est un trade tout à fait différent. Donc là c'est un trade spéculatif, avec sa propre gestion du risque, qui revient à dire, pour l'instant, stop large, donc petite taille de position, et j'attends de voir. Si ça réagit, je paierai un stop loss sous les plus bas, 7007, pardon, mais quand le stop loss est payé, je veux bien le mettre.
J'ai pas, juste pas envie, entre guillemets, par appétit du gain, parce que c'est comme ça qu'il faut que vous raisonniez. Et la plupart d'entre vous, je sais que vous, malheureusement, vous pensez mal à ce niveau-là, c'est que vous vous dites, putain, pour avoir la taille de position, pour avoir le gain le plus gros possible, il faut que j'ai la taille de position la plus grosse possible. Et donc, pour avoir une grosse taille de position, je réduis le stop loss. Alors, n'importe quoi. On raisonne toujours dans le sens inverse. La taille de position, elle découle de la gestion du risque. C'est pas vous qui choisissez le risque que vous prenez. Ici, le risque, il est évidemment grand. D'accord. Donc la gestion du risque, je ne vois pas comment vous pourriez mettre un stop à 7007 ici. Pour moi, perso, je trouve ça débile. Enfin, je trouve ça hors contexte. Voilà. Il suffit qu'il y ait une petite news ou un petit machin et ça vous dérouille tout le bordel. Donc, moi, perso, je préfère pour l'instant invalider de manière très large, donc des tailles de position très faibles. Et si j'ai une réaction de marché, je paye le stop et éventuellement, je remettrai de la valeur plus tard. Je remettrai un renfort, quoi. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que j'aborde le truc. Je ne sais pas trop comment ça va réagir ici. Tout simplement, voilà. Pour moi, ça correspond à peu près au genre de cluster que je veux, à savoir un marché qui hésite littéralement. Maintenant, on a quand même un range mature. Si on devait continuer au sud, ça ne me surprendra pas. Donc, faites attention à ne pas dire « Ah, super, il y a la pattern ». J'ai toujours dit une pattern, elle a une probabilité de taux de réussite. Celle-là, elle est sympathique. Mais par contre, ici, on est dans un cluster qui est relativement compliqué. Okay. Normalement, ces trades-là font suite à des mouvements acheteurs ou vendeurs directionnel. Là, ça fait déjà 3 semaines qu'on est à plat. Donc que ça réactive la tendance baissière, ce ne serait pas non plus anormal. Et ça pourrait, sans grande peine, nous tirer jusqu'à la zone majeure. Okay. Le seul truc, c'est que moi, ici, je ne sais pas si il faut ou non aller exécuter la demande qu'il peut y avoir sur ces zones-là. Il faut se rappeler aussi une chose, c'est que... Alors, il est où BTC 1 voilà, en daily. Voilà, c'est qu'on est quand même ici en train de travailler un gros support, qu'il n'y a pas de gap plus bas. Il n'y a pas de raison là aujourd'hui d'aller plus bas. Ok, là on a refermé tous les gaps, celui-là ça a été fait. Ok, maintenant attention, hein, qu'on y aille, il n'y a aucun problème. On peut tout à fait le faire. En soi, c'est pas choquant. D'accord. Il y a un gap, un bout de gap qui peut rester toujours ici sur la zone des 7002 et qu'on y aille, pour moi ça choque absolument pas. Hein. Donc si on y va, faut pas pleurer. Ok, moi je prends ça en gestion du risque. Je pense qu'on peut aller chercher à fermer le gap à 7002, donc je mets mon stop en dessous. Ok, j'espère que vous comprenez la démarche. Maintenant, si on y va, normalement je pense que 7007, ça doit pouvoir absorber. Maintenant, essayez de comprendre pourquoi. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à capter. Je sais que c'est dur, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui comprennent vraiment pas cette portion-là. Putain, mais Phil, pourquoi tu mets pas juste un petit stop à 7007, comme ça tu as une taille de position conséquente? Parce que je vous explique la différence. En me foutant à 6007, déjà d'une, oui, je réduis considérablement mon potentiel de gain, parce que du coup la taille de la position, elle est vraiment, on va dire 3 à 4 fois plus petite que si je mettais 7007. Maintenant, à votre avis, quelle est la différence entre ces deux positions? 7007, tu as 4 à 5 fois plus de chances de te faire prendre le stop que moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quelle est la finalité que vous voulez dans le marché? Est-ce que vous voulez prendre plein de stops pour de temps en temps prendre une grosse position avec une grosse taille de position et tout ça, tout ça? Bon, bah non, moi, c'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est de gérer le risque, c'est-à-dire d'éviter le stop loss au maximum. Maintenant, au maximum, tant que ça s'inscrit dans une gestion du risque. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même un potentiel de rendement qui soit en conséquence. Moi, ici, je pense que si le marché il se renverse, je vais faire ma gestion du risque ici. C'est-à-dire, entre guillemets, hop, ici, je vais essayer de financer un stop qui sera tout petit. C'est-à-dire que ça va me prendre pas grand-chose. Je vais prendre 10-15% de la position pour payer le stop, vu que j'ai quand même un très bon prix. Et puis à partir de là, je m'en fous. Voilà, c'est de dire, la position, moi, si elle vit, je vais la tirer très très loin, celle-là. Si on maintient ça comme étant un bottom, je vous rappelle, je vise toujours la zone des 10 000. Donc, est-ce que je peux payer un stop à 6007 pour viser 10 000? Oui. Seulement, la différence, c'est que si vous faites ici un petit truc avec un petit stop à 7007 en visant 10 000, vous voyez bien qu'il y a quand même un problème dans la gestion du risque. Je vais juste essayer de vous l'imager parce que je sais que c'est un problème auquel beaucoup d'entre vous sont confrontés, mais vous n'arrivez pas bien à le formaliser. Voilà, on va essayer de formaliser ça bien comme il faut. Alors par contre, je vais essayer de me mettre... Voilà, on se met 7007, on va dire un stop, voilà, bateau. Pardon. Désolé. Donc voilà, mettons 7007, je ne sais plus combien j'ai mis là. On va mettre propre, on va faire 7007 quand même. Voilà. Ok, et vous visez comme objectif final ici. Quand vous voyez ça, 9 pour 1, ça vous paraît pas un peu grossier quand même comme, voilà. C'est des ratios risque-rendement. Attendez, en plus, on n'est même pas... Oui, c'est bon, 10 000, voilà. Sincèrement, c'est grossier, non? Ça vous paraît pas un peu bizarre? C'est
Moi, ça ne colle pas. 9 pour 1, même pour du trading agressif, je vous dis, quand j'ai un très très gros ratio risque-rendement, ça dépasse rarement 1 pour 5, 1 pour 6. Si vous allez au-delà, c'est tout simplement que vous êtes en train de réduire vos probabilités de réussite. Là, vous êtes à 1 pour 10 en ratio risque-rendement. C'est d'un stupide. Voilà. Enfin, si je peux me permettre, ici, à ce jeu-là, il vaut mieux réduire la taille de position et prendre des ratios risque-rendement plus intelligents. Voilà. C'est de dire, moi, ici, je fais du 2 pour 1. C'est très intéressant. Et ça me permet quand même d'avoir toute une partie de chaos à absorber. Ok, on ne sait jamais ce qui va se passer. Plus vous formalisez, en gros, si vous dites, ouais, mais je rentre à 7009, il y a la borne de volatilité, il y a le machin, donc normalement on ne doit pas aller à 7000. Et si on y va, bah, si on y va, tu prends une perte. Alors que moi, bah, voilà, j'ai une porte ouverte pour gérer la partie de chaos. C'est un trade très agressif, ça peut breaker ici sans aucun problème. Maintenant, j'estime que ça peut breaker sans problème jusqu'à la zone des 7004 et trucs comme ça. Par contre, ici, je pense qu'il y a de fortes chances que ça reparte assez fortement. Donc, bah, je prends ça en gestion du risque. Je mets ça dans la part de chaos que j'accepte dans le trading. Et ça, le jour où vous arriverez vraiment à comprendre ça, qu'il y a toute une partie que de toute façon vous ne contrôlerez jamais et que c'est ça la gestion du risque, ça revient à estimer ça et à savoir à quel niveau de risque vous souhaitez vous exposer, oui, non, voilà, et de moduler ça. C'est la seule chose sur laquelle vous avez un tant soit peu de contrôle. Alors quand vous cherchez le contrôle et toute compagnie pour essayer de faire des gains faciles, encore une fois c'est une chimère, vous cherchez quelque chose que vous ne trouverez jamais. Si vous cherchez la stratégie parfaite qui vous donne les points d'entrée, les points de sortie, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez chercher toute votre vie. Je vous dis honnêtement, moi j'y ai passé 3 ans à chercher hein, quand je faisais de l'intraday. Enfin, quand j'essayais de construire une stratégie en intraday, je peux vous dire que j'en ai grillé des neurones et que je ne suis pas spécialement fier de cette partie-là. Mais voilà, après, faites vos expériences. Si vous voulez perdre du temps, faites-le. Moi, je vous le dis, je suis autodidacte, donc j'y ai perdu 3 ans. Alors j'aime autant vous dire que pour un mec qui n'est pas autodidacte, vous pouvez y passer la moitié de votre vie. Voilà, vous arriverez de toute façon, quoi qu'il arrive, à la même conclusion. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après des années de travail acharné à coup de 12 heures par jour et de trading purement compulsif, enfin de comportement purement compulsif et obsessif au trading. C'était vraiment pas une super bonne époque en plus. Hein. J'y gagnais rien jusqu'au jour où bah, tu en arrives à la conclusion que ça ne sert à rien en fait. Que c'est pas en cherchant plus profond que tu trouveras la solution à un problème qui de toute façon est mal diagnostiqué. Donc c'est ce truc-là que je vous dis, déjà apprenez à passer cette étape-là, vous gagnerez déjà du temps et de l'énergie. Et bon, il y a des gens qui veulent quand même le faire, bah faites-le. Voilà, je vous dis, faites vos expériences. Mais rendez-vous compte quand même qu'au bout d'un moment, tous les traders qui ont réussi vous diront la même chose. On a tous au bout d'un moment accepté de baisser les bras. Et si vous refusez vous-même, si vous voulez rester dans la lutte perpétuelle, restez dans la lutte perpétuelle. Euh, Ça peut effectivement durer à vie. Bref, allez, ceci dit, je vais essayer de vous trouver un autre exemple type d'application de ce machin-là. Il y avait le S&P l'autre jour, hein, le DAX hier, même chose, tout en haut, je l'ai pris impeccable, je vous ai donné la zone, voilà, hein, donc là, paf, 4 heures, borne de volat, merci, au revoir, pas besoin de chercher plus compliqué. Il n'y a pas le breakout là, c'est vrai, d'ailleurs ça m'étonne un peu, mais il était peut-être en horaire. Je sais plus. Alors ça me paraît bizarre, je me souviens avoir vu le breakout hier soir. Puisque quand je l'ai pris, il y avait un breakout. Alors ça me paraît chelou cette histoire. Faites-moi voir les sine waves. Il y a peut-être un truc qui s'est pas passé comme prévu. Ah non, là il n'y a clairement pas de break. Très bizarre comme système ça d'ailleurs. Mais putain, pourtant le DAX, bon, j'ai peut-être enfreint des règles. Ça me paraît bizarre. Il me semblait avoir vu un breakout quand même. Ah, là, c'est bizarre. Il y en a un qui n'a pas été détecté là. Et, on va y aller, c'est parti. Il faut encore que je me tape du backtest. Allez, c'est mon travail de ce matin. Ok, donc là il y a un truc qui colle pas. Il va falloir que j'aille voir ça. D'accord, alors ça c'est pas grave, c'est mon problème. Donc là il y a une target hein, et elle est effectivement ici. D'accord, il y a pile poil une target là. Je vous la fais simple. Hein. Normalement le break il se produit là. La bougie elle est là. On prend la plus basse clôture. Tac.
Je sais pas s'il aura réussi à détecter celle-là. Normalement ici elle est sous cette bougie, donc il va même pas me chercher le point bas. Voilà. Hop, hop, voilà. Bon, je ne peux pas faire plus simple, hein. Normalement vous avez une target dessinée ici, tac tac. Là normalement, voilà. Là c'est juste que l'algo il a merdé, mais là normalement vous avez une target là, hein. Donc target, hop, Bollinger, terminé, ok. Là vous avez même les excès de momentum, tutti quanti. Normalement là vous cherchez pas midi à 14h. Mais c'est bizarre qu'elle soit pas sortie cette target. C'est peut-être. J'ai dû foutre la merde hier dans les algos. Parce que j'ai changé encore des trucs. Hein. Je fais du. Ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Hein. J'ai encore pas mal de. Voilà, des petits bugs comme ça, de trucs qu'il faut corriger parce que j'ai foutu encore la. Enfin, j'ai pas foutu la merde, mais quand je commence à triturer des conditions d'algo existants, il faut que je fasse ça avec énormément de minutie. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est des outils de précision, donc faut bien être conscient que quand je change un truc, ça a toujours des conséquences. Et qu'il faut toujours que j'arrive à modeler la chose pour qu'il y ait des apports positifs sans que ça apporte autant de négatifs. Hein, sinon, on ne progresse pas. Donc j'essaie de travailler là-dessus. Et vous voyez, là probablement j'ai dû foutre à la merde hier. Je me souviens franchement avoir eu une target, hein, sinon je ne l'aurais pas pris. Voilà. Donc bref, le DAX, de toute façon, je vous avais donné ma zone 12008. Bon, bref, on arrive sur la zone écart de volat. Donc là, du coup, c'est carrément en 4 heures. Hein, donc sur le DAX, je vous dis que ce trade-là, je vais le garder un bon moment. Et le stop loss, il est clairement pas à 12009. Hein, voilà, donc là, j'ai mis un stop loss, je sais plus, je me suis protégé en swing au-dessus du dernier sommet. Donc je crois que j'ai mis un stop loss à 13002. Et ça, je garde cette position longtemps. Mais genre longtemps de chez longtemps. Hein. Celle-là, à mon avis, je vise jusqu'aux 9000. Voilà, enfin, jusqu'à sous les 10 000. Voilà. Donc là, il y a clairement un objectif relativement intéressant. Toujours les mêmes ratios risque-rendement. Hein. C'est-à-dire que si vous commencez à y aller en mode ah ouais, mais du coup, c'est bon, risque-ratio-rendement de 10 pour 1 ou un truc comme ça, voilà, on n'y est clairement pas. Hein. Moi, je vise à peu près 6 pour 1 là, et je vous dis, c'est le mieux de ce que je peux avoir. Et ici, si j'étais un peu plus malin, je mettrais un petit peu plus que ça. Bon, évidemment, comme d'hab, j'ai pas mis de stop loss au marché. Hein, mais disons que j'invalide le marché, je commencerai à me projeter vers des invalidations si on devait déborder des 13 000 des trucs comme ça. Voilà. Mais qu'on soit bien d'accord, hein, voilà. Là je visais et je garderai ce trade jusqu'à des nouveaux plus bas depuis 2018. Voilà. Puisque j'en avais un là la dernière fois qui s'est fait stopper évidemment, et du coup je reprends ici. Ok, donc j'ai repris hier Nasdaq, j'ai repris S&P 500, ce matin je prends un trade spéculatif sur le Bitcoin. Mais un swing spéculatif, hein, donc je garde un stop pour l'instant relativement large parce que le faisceau d'informations est quand même extrêmement léger. Je surveille tout simplement ça. Si on arrive à former le point bas ici et clôturer la semaine positive, clairement je garde le trade un bon moment. Ok. Donc là pour moi l'intérêt c'est de dire je préfère prendre un risque qu'ici on fasse une mèche basse, d'accord, c'est-à-dire que ici on vienne faire ça pendant le week-end avec une mèche basse, parce que c'est ce que je crains en fait, que pendant le week-end on vienne attaquer et de me dire oui on peut y aller, la porte est toute ouverte. Et le fait d'y aller, ça n'empêche absolument rien. C'est-à-dire que pour moi, le flux reste de dire on fait un mouvement et ensuite on remonte. Donc, soit je fais rien, j'attends le mouvement, ok. Soit je prends et j'accepte de prendre le mouvement en gestion du risque, soit je fais rien. Voilà. Moi, je pense que le rendement potentiel n'est pas inintéressant. Maintenant, ça fait 2 semaines qu'on est à plat, donc le risque de breakout est quand même tout sauf négligeable. Donc, dès que je peux payer le stop loss, je le fais. Okay. Mais tant que je ne peux pas faire de gestion du risque, bah, je vais tout simplement rester attentiste sur la zone. Ça va? Je prends le trade, toute petite taille de position, stop très large. Évidemment, je sécurise, et une fois que c'est sécurisé, j'hésiterai pas à prendre un trade un petit peu plus costaud sur la taille de position. Mais là, j'y vais vraiment, mes peanuts. Je vais vous donner les montants, je crois que j'ai pris 0,25 BTC. Voilà, donc c'est que dalle. C'est vraiment nada de chez nada, et ça me coûte même pas 1% de capital de financer le stop jusqu'à 6006. C'est un trade spéculatif, on est d'accord, pas buy and hold, qui n'a rien à voir avec l'achat que j'ai fait la dernière fois à 8002. Celui-là, je l'ai, je le garde et il ne bouge pas. Hein, voilà. C'était buy and hold. Hein. Donc là, j'en parle même plus de cette position parce qu'il n'y a pas, voilà, pour moi, il n'y a aucun intérêt par rapport à ça. Maintenant, c'est un petit trade spéculatif que je rajoute et je verrai. Je suis tout à fait prêt à penser qu'on peut aller plus bas sans aucun problème. Ça ne me surprendra absolument pas. Maintenant, je ne tolère pas non plus nos limites. Hein. Si on va chercher 6007, je m'arrête normalement sans problème. Et dans ce cas-là, je passerai sur le buy and hold de moyen long terme dans cette zone-là. Mais là, il aura un timing tout à fait différent. C'est-à-dire que si là, on sort du canal par le bas, je vais vous l'illustrer en daily, ça se voit mieux.
Si on vient juste faire une pichenette sur le canal, bon, c'est tout à fait normal, c'est un excès divergent. Voilà, en gros ici, c'est de dire, on a fait survente, ça suffit pas, on vient faire une petite poussée divergente. Ce qui était d'ailleurs le scénario de base. Je vous avais dit survente, ça me paraît quand même relativement compliqué de retourner là-dessus, mais pas impossible non plus. Donc j'ai quand même tenté un peu le coup ici, avec un tout petit capital. Ça pour l'instant, c'est pas très convaincant, et on va voir. Si on doit pousser à la divergence, venir exécuter tous les ordres ici, ça ne me surprend pas. Maintenant, si on devait tenir ce support-là, ça ne me surprendra pas non plus. Donc je vous dis très bien, très sincèrement, moi si aujourd'hui la bougie change complètement de direction, à savoir ce soir on clôture en positif, demain après-demain on remonte tout ça, on vient terminer la semaine là, je ne serai pas surpris. Je vous le dis direct, si on vient terminer la semaine à 9000, ça ne me surprendra pas. Voilà. Tout comme si on va terminer la semaine en faisant d'abord 7000 pour finir à 8005, ça ne me surprendra pas non plus. Hein. Donc attention, moi le coup de la mèche basse et de l'attaque en mèche basse, c'est-à-dire juste pour faire de la volatilité baissière pendant le week-end et remonter, venir clôturer à 8000, ça ne me choque pas et ça nous donnera d'ailleurs tout le flux haussier derrière pour venir, enfin, ça nous aura purgé les risques baissiers pour chercher des prix très attractifs. Ok? Comprenez bien ça, c'est important que vous ayez cette logique. Est-ce qu'on peut aller plus bas sur BTC? Mais clairement oui. Clairement de chez clairement oui. Ok? Next. Euh, Qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant? Alors, il y a l'USD-Yen que je regarde clairement aujourd'hui en intraday. Je veux voir comment il réagit. Lui, hier, il a fait ou il a failli nous faire un avalement baissier. Mais ce que j'aime surtout, c'est qu'il a cassé le plus haut pour clôturer en bas et sous le cours d'ouverture des journées précédentes. Donc ça me plaît beaucoup. En termes d'action de prix, j'aime beaucoup et ça montre qu'on a essayé de faire les glands, mais que ça passe pas. Donc même chose ici, je vais surveiller, d'accord, en horaire, attendre sagement que ce marché ici s'épuise. Quand le marché ici va s'épuiser, peut-être en 4 heures même d'ailleurs, oui je crois que c'est en 4 heures sur celui-là. Voilà, j'attends que le marché s'épuise. Oh putain, bah d'ailleurs, gros exit, voilà, ça commence déjà à vous dire, normalement, voilà, on a la borne de volat au-dessus. Donc évidemment, ça, faut le prendre en gestion du risque. Maintenant, moi, je suis clair et net, je ne vais pas hésiter à vous, je vais y aller franc, d'accord. Je ne pense pas qu'on va se taper cette borne de volat. Si on l'a fait, j'hésiterai pas à prendre un renfort. Okay. Pour l'instant, je prends ça en gestion du risque. Mais je reste clairement vendeur USD-Yen et je vais commencer à renforcer, à mettre du blé. Je vous dis que je surveille depuis un bon moment. Okay. Rappelez-vous que j'avais pris un profit ici parce qu'on avait des exits daily. Voilà. Bon, là, ça fait combien maintenant qu'on est là? Ça fait depuis, ça fait 70 jours, ça fait voilà, un peu plus de 2 mois qu'on digère le exit. On n'a toujours pas franchi de résistance. Moi, je pense que c'est bon. On a fait le job. Il y a bien les deux vagues. Une fois que celle-là, elle se termine. Alors, elle peut encore prendre quelques jours. Hein. Je dis, il n'y a aucun problème. On peut passer une semaine encore ici, essayer un petit excès Bollinger, des trucs comme ça. Dès que ça rechute, j'y vais et je pense qu'on aura la grosse mémerde pour Wall Street. C'est-à-dire que le moment où le SDIN ici se réattaque le support annuel, je pense que cette fois, on va lui mettre une petite tartasse. Alors, pour ceux qui sont intelligents, d'accord, quel est le rythme minimum? C'est de dire, premier truc, c'est comment on va réaliser des breakouts. Réfléchissez, dites-vous qu'en hebdo, on va réaliser des breakouts hebdomadaires. Alors, je vais mettre en hebdo du coup. Hein, on va probablement chercher la plus haute clôture qu'on fera là, et on va déjà se la reporter. Ça nous donnera un premier objectif de cours, à peu près par là. Donc déjà, le plus bas ici. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est le genre de target qu'il faudra acheter? Ah non, c'est le genre de target qui va créer des tendances. Hein, c'est le genre de machin qu'on va dérouiller. Donc je pense qu'ici, on va dérouiller et installer une tendance baissière. Revenir visiter ces différents supports, casser surtout celui-là. Donc pour moi, l'USD-Yen, là, une fois qu'il est lancé, il ne s'arrêtera pas. Donc normalement, un USD-Yen bien bear, ça ne sent pas très très bon pour les supports de Wall Street. Donc je reste toujours en faveur de rechercher des excès sur la volatilité. Et pour l'instant, vous voyez qu'ils n'arrivent pas à franchir leur support. Le gold se raffermit et perso, je pense qu'il n'est pas tardé à nous donner ce qu'on veut. À savoir, hier, c'était pas trop mal la session. On hésite bien, mais pour l'instant, on n'est pas trop mal. On a réussi à casser le plus haut en tenant les plus hauts. On va voir si aujourd'hui, on vient recasser tout ça, possible, ou si aujourd'hui, on arrive à péter le plus haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si aujourd'hui, on arrive à déborder ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller, ça veut juste dire que si on déborde ça, c'est intéressant. Mettre validation court terme, voilà, un truc comme ça, pour le gold. Si on vient faire ça, pour moi, c'est le signal qu'on se dirige vers les breakouts, et si on se dirige vers les breakouts, il va de soi que je vais commencer à me préparer pour ça. Ok?
Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu la logique de fonctionnement de ces trucs-là. Pour l'instant, je vous le dis, je favorise clairement un trade de volatilité de temps en temps quand je le vois. Ça ne veut pas dire que les débutants doivent faire pareil, parce que malheureusement, des patterns que vous maîtrisez peu et tout ça, donc évitez de foutre les doigts, concentrez-vous toujours sur vos trades de range. Euh, le plus fou en fait dans l'histoire, c'est qu'il y a beaucoup de trades de range que vous pourrez identifier comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez ici par exemple, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il me raconte et tout, il me fait chier avec ces bandes de Bollinger, il m'emmerde à apprendre des trades de range et maintenant il veut que je trade avec la Bollinger. Ah bah t'as comme par hasard ici, qu'est-ce que t'as? Ah bah un trade de range. Ah c'est con ça dis donc. Donc en fait ça c'est la même chose. Ici que t'es pas Bollinger, tu t'en bats les couilles. Celui-là tu peux le trouver, c'est un trade de range. Donc, cherchez toujours à d'abord identifier les trucs que vous maîtrisez. Maîtrisez bien vos trades de range. Voilà, regardez, hop, ici il y avait une borne de range. C'est bizarre qu'elle n'ait pas été détectée d'ailleurs. Ici, un autre trade de range. Donc vous dites, putain, mais au final, c'est peut-être pas si compliqué que ça quand même en fait. Et oui, il y a des ranges partout. Vous, ce qu'il faut que vous appreniez à faire le plus, c'est au lieu d'essayer de chercher à donner du sens à tout ce que vous voyez, essayez surtout de chercher des contextes qui vous proposent du sens. D'accord? C'est-à-dire que vous, ce qu'il faut que vous appreniez à faire, c'est vous balader un max sur les time frames pour chercher des trades de range. Et pas chercher à dire, à faire comme moi. Moi, si vous me donnez un graphique, je vais probablement lui trouver du sens. Tout le temps. C'est très rare que je vois un graphique et que je dise, bah, il n'y a vraiment rien à faire ici. Parce que je connais une multitude de patterns. Donc, moi, il y a une multitude de schémas. Il y en a forcément un de ces schémas qui est en train de se mettre en place où je vais dire, ah, j'ai l'impression qu'il est en train de se mettre en place sur l'UT inférieur ou supérieur. Mais il est difficile que j'arrive sur un graphique et que je vous dise, je peux vraiment rien faire là-dessus. Ça arrive, hein, heureusement encore. Mais voilà. Vous, par contre, ça doit vous arriver la plupart du temps. Vous devez voir un graphique et vous dire, ah non, ça correspond pas à ce que je connais ou à ce que je recherche. Et dans ce cas-là, vous passez pas 10 minutes à essayer de chercher un truc, d'accord? Vous passez à un autre graphique ou à un autre time frame. Vous cherchez toujours ces putains de trades de range. C'est clair, net, précis. Les Bollinger, vous n'en avez rien à foutre, ça vous aide pas à identifier les trades de range. Par contre, ça vous aide. Et vous faites vous faites votre bon vieux travail de canal. Okay, ici, vous voyez que c'est pas passé. D'ailleurs, c'est très étrange parce que ça aurait franchement dû être passé. Faut que j'étudie ça, mais là, théoriquement, quand même, on aurait dû les renverser, les bandes. Hein. Bon, pareil, faut que je backteste ça. Donc, il y avait le DAX et le Gold. Je comprends pas pourquoi il passe pas, mais... Okay. Alors, donc c'était DAX. En quel time frame? H1. DAX, H1, breakout. Et Gold. En H1 aussi. Un contexte reverse. Voilà, bon allez, je vous laisse, je vais me faire les onglets et puis après je vais me mettre au travail. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, soyez sages. Moi le trade sur la crypto me paraît le seul truc intéressant aujourd'hui, hormis les trades d'hier. C'est des trades de pure volatilité, à savoir je ne me pose pas plus de questions que ça, je trade une pattern et on verra bien. Elles sont faites avec des gestions du risque relativement particulières. Rappelez-vous que sur ces trades très agressifs, si vous mettez des stop-loss très serrés, vous n'avez rien compris. Favorisez toujours des tailles de position relativement intéressantes et n'oubliez pas que si vous cherchez à maximiser vos rendements, vous êtes souvent incité à prendre des risques que vous ne maîtrisez pas et que vous n'estimez pas bien. Donc apprenez surtout à raisonner à l'inverse. Avant d'essayer de capter combien vous pourriez gagner sur un trade, essayez surtout de bien dimensionner vos positions et comprenez bien que c'est dans ce sens-là qu'on raisonne et pas dans le sens inverse. Le gain, c'est la récompense d'une prise de risque bien maîtrisée et certainement pas de dire combien je veux gagner et combien je suis prêt à perdre pour ça. Okay, ça ne fonctionne absolument pas dans ce sens-là. Si vous raisonnez comme ça, vous raisonnez à l'envers. Un trader ne pense pas comme ça. Je me dis pas, ah putain, d'accord, alors là je pourrais gagner 500 balles, combien je suis prêt à risquer pour ça? Non. Moi, c'est plutôt de dire, ouais, ok, quel est le risque que j'estime ici? Ok, combien je suis prêt à risquer pour ça? Et est-ce que le rendement vaut la peine? Est-ce que le rendement escompté vaut la peine? Parce qu'encore une fois, je ne sais jamais combien je vais gagner sur un trade. J'estime. On estime le rendement, on estime le rendement potentiel, on calcule précisément le risque. C'est ça le trading. Et c'est franchement, tout le monde fait dans le sens inverse. Tout le monde se projette d'abord sur le gain qu'on pourrait faire. Putain, si le prix se retourne ici et qu'il va là-bas, je vais gagner 500 balles. Bon, du coup, je suis prêt à risquer 500 balles. N'importe quoi. Voilà. Ça résonne carrément à l'inverse de ce qu'il faut faire. Bref, allez, du coup, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Pour de bon, je vous dis à lundi. On fera la correction du QCM du coup mercredi, même si c'est vrai que là, du coup, il date un petit peu notre QCM. Mais voilà. Allez, bye bye.